On est en cours d'enregistrement, donc on commence maintenant en live, en direct. On se connaît pas vraiment, Ilios, on sait juste... moi, je connais tes travaux. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui, très bien. Parfait. Alors, j'ai lancé l'enregistrement parce que le principe de ces rencontres, c'est de contacter des gens qui m'inspirent. Et tes travaux m'inspirent. Je ne te connais pas personnellement, pas encore, mais tes travaux m'inspirent. La façon dont tu as de mettre en avant toutes tes compétences pour inspirer les autres, pour amener ta bienveillance dans le monde à travers ton école, ton association Émergence, à travers les rencontres que tu mets en place et les travaux que tu as faits. Tu es aussi auteur, on va parler de tout ça évidemment. Mais l'idée, c'est de contacter des gens qui m'inspirent. Je l'ai fait avec différents auteurs, comme Laurent Gounel, comme Christine Michaud, Rémi Tremblay, c'est peut-être des noms qui te parlent. Et de les rencontrer à travers ces moments-là et d'apprendre à les connaître et de les partager à ma communauté. Simplement pour grandir ensemble. Donc on prépare rien, mes lecteurs le savent, on prépare rien, c'est un peu... on se rencontre ensemble, les premières secondes de notre rencontre se passent en live dans cet enregistrement. Alors, évidemment, toute cette littérature autour de toi et tout ce que tu fais, je vous mettrai évidemment ton site sur Émergence, sur qui tu es. Mais j'aimerais que toi, tu te présentes comme tu aimerais que... en quelques mots, on sache qui tu es, tel que tu es. Est-ce que tu peux faire ça? Alors, quelle question. Qui je suis, tel que je suis. En quelques mots, je pourrais dire que je suis un habitant de cette petite planète bleue, qui est en même temps concerné par l'avenir de la planète, de mes cohabitants, je veux dire mes cohabitantes et mes cohabitants, que ce soit des humains, des non-humains et puis des autres parties du vivant. Et après, si je vais mettre ça plus proche de moi, je suis le papa d'une fille qui a 6 ans, Néphélie, et donc par laquelle j'ai appris encore davantage à me sentir concerné par au même temps les joies et les douleurs des personnes autour de moi. Je pense que j'étais un petit peu déjà sensible, mais c'est très différent ici. C'est une relation qui me permet de découvrir à quel point encore il y a un potentiel d'ouverture envers les autres et envers la vie. Et donc, en tant qu'habitant de cette petite planète, que terrien ou terrestre, je m'intéresse à tout ce qui est, je pourrais dire je pense que je pourrais dire ça de manière simple. Et quelles sont les possibilités que chacun et chacune nous avons d'habiter ce voyage sur la planète de manière plus joyeuse, plus simple, plus heureuse, individuellement bien sûr, mais surtout collectivement. Voilà. Et donc parmi ces choses en tout cas qui sont importantes pour moi, il y a bien sûr le lien avec les autres, le fait que chacun d'entre nous puisse contacter des zones en lui-même ou en elle-même qui sont des zones qui vont bien, qu'on peut mettre au service de ses projets, au service des autres. Donc, c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis, la joie, c'est aussi très important. Donc, j'aime bien tout ce qui est joyeux. Je trouve que c'est important, pour moi en tout cas, de faire ce qui compte, mais de le faire de manière joyeuse. Et alors, comment tu fais justement pour arriver à le faire de façon joyeuse? Parce que c'est vrai que ce qu'on a pu échanger avec les lecteurs tout au cours de ce confinement, on a des moments de haut, de bas, il y a des moments où c'est plus compliqué, il y a des moments où c'est plus facile dans la vie, on vit tous ça. Et comment tu fais, toi, pour arriver à mettre de la conscience sur faire les choses joyeusement, justement? Évidemment, premièrement, la joie, ce n'est pas le plaisir. Ma vie n'est pas un long cours de moments de plaisir sans fin, bien sûr que non. Et je crois que c'est justement un des grands apprentissages des dernières années de ma vie, qui est, avant, je voulais vraiment contrôler le monde, et donc, en partant de conditions de vie personnelle difficiles, j'avais vraiment l'idée que, il fallait se battre, et qu'en me battant, je pourrais dépasser les difficultés, je pourrais transformer les choses, je pourrais vaincre le mauvais sort. Et cette énergie que j'ai mise au service de projets, elle a été utile dans une certaine mesure, et donc il y a des choses que j'ai réussi à faire, malgré des situations difficiles. Mais en même temps, quelle énergie est-ce que j'ai dépensée? Et donc aujourd'hui, je dépense beaucoup moins d'énergie. Et pour moi, la joie, elle vient d'une certaine forme de consentement
à ce que la vie m'amène. Alors, une certaine forme, je dis bien, est très important toujours. Ici, je parle vraiment de ma vie, moi, en tant qu'homme privilégié. D'ailleurs, je pourrais dire, dans le contexte d'aujourd'hui, homme blanc privilégié. Donc, évidemment, ça ne s'adresse pas à toutes les personnes qui n'ont pas les privilèges ou la chance que j'ai. Mais quand je dis le consentement, c'est voilà, ne pas lutter contre les choses contre lesquelles je ne peux pas lutter. Un exemple tout simple, hein, il y a un dégât des eaux dans la maison, et donc il y a une partie du plafond qui s'effondre, et puis des personnes viennent le réparer de l'assurance, alors elles arrachent toute la salle de bain d'en haut, et puis après elles s'arrêtent, elles me disent ah oui mais l'assurance a dit qu'il fallait arrêter, donc je me retrouve avec un grand trou, et c'est un détail comparé à la vie de tellement d'êtres humains, c'est un grand détail, mais dans ce détail-là il y a en même temps tout, c'est est-ce que je vais me mettre en colère, est-ce que je vais commencer à lutter, ou est-ce que je vais observer qu'il y a un grand trou qui est là, et bien sûr je vais faire mon possible. Mais là, mon possible, c'est qu'il fallait attendre. Et dans le passé, je me serais remué la tête, je me serais mis en lutte, ce qui ne sert pas à grand-chose. Et donc aujourd'hui, je regarde d'abord les choses, je vois ce que je peux changer. Alors, si je prends ça de manière plus personnelle, par rapport à mes blessures, les blessures du passé, les douleurs et ainsi de suite, je vais te paraître peut-être pas très ambitieux, parce que mon idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'idée que de toute façon, je n'en guérirai jamais. Et donc, je vivrai ma vie avec, et c'est pas très grave, tout ça. Donc, j'aurai mes blessures, donc je serai une personne blessée, peut-être moins que d'autres, plus que d'autres, et mon chemin serait plus de les reconnaître, qu'ils ne soient pas cachés, pour ne pas être dirigé par des blessures cachées, et puis peut-être même les aimer. Et donc, ça rend ma vie plus simple. Et attention, beaucoup de joie vient de ça, et puis ça ne m'empêche pas de me prendre la tête pour des broutilles, ça ne m'empêche pas d'être un être humain tout à fait commun sur le chemin de la vie, mais qui dépense beaucoup, beaucoup moins d'énergie aux choses que moi j'appellerais futiles ou non nécessaires. Et donc, je garde davantage d'énergie pour le reste. Tu disais quelque chose que je trouve très, très important, c'est de mettre son énergie sur ce que je peux changer, ce que je peux accepter. Et tu l'as dit autrement d'ailleurs, tu as dit mettre son énergie sur ce qui vient de moi, c'est en tout cas ce qui me concerne ou ce sur quoi je peux agir et pas sur le reste qui ne me concerne pas. Ça, je trouve que ça est hyper important parce qu'effectivement, la lutte, c'est tout le temps d'essayer de tout changer, de tout contrôler, l'extérieur, etc. Alors qu'en réalité, on ne peut pas tout contrôler. On se rend tous compte de ça. On ne peut pas. Par contre, on a une vraie action sur ce qui peut venir de nous. Alors concrètement, tu fais comment pour justement identifier parce que très vite, on peut se dire, oui, mais alors sur quoi je peux agir? Qu'est-ce qui me concerne vraiment? Qu'est-ce que concrètement tu fais pour mettre de la lucidité sur ce qui te concerne réellement? Quand je dis ce qui te concerne, c'est que tu peux changer, hein, bien sûr. Bien sûr. Juste petit rappel, cette fameuse prière de la sérénité qu'on attribue à beaucoup de personnes différentes, mais qui en tout cas est très très proche de la pensée des stoïciens et de Marc Aurèle, et qui dit puissé-je avoir la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de faire la différence. Et pour moi, ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est la sagesse de faire la différence. Qu'est-ce que je peux vraiment changer? Et je vais donner un petit exemple, mais c'est que si voilà, le plafond. En réalité, j'ai donné un mauvais exemple parce que c'est simple. Il est écroulé et je n'ai pas d'illusion à avoir parce que c'est comme ça. Par contre, dans des choses qui ont l'air beaucoup moins graves, qui sont des difficultés relationnelles, c'est plus difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai dans la tête l'illusion que les choses pourraient être différentes. Et donc, la vie, elle m'emmène très régulièrement. Peut-être que ça va mieux chez les autres, hein, mais chez moi, la vie très souvent ne ressemble pas à ce que j'attendrais. Donc, j'ai un tas d'attentes conscientes et très souvent inconscientes. Et donc, je m'attends à des choses. Et ce que la vie m'apporte, et je ne parle pas d'un grand dessin, ce qui apparaît devant moi dans la vie, comme ça, est différent de ce que j'attendais. Et la question, c'est combien de temps et d'énergie je vais lutter, déjà juste pour reconnaître que c'est différent, parce que ma réaction première va être, ça ne devrait pas être comme ça, en fait. J'ai mon attente, le monde devrait ressembler à mon attente, c'est tout à fait inconscient, et tout à coup, ça ne se passe pas comme j'avais envie. Le monde ne m'obéit pas. Ça a l'air délirant, mais je fonctionne comme ça, et avant, c'était beaucoup plus grave. Donc, le monde ne m'obéit pas, et tout à coup, je suis en résistance. Et là, ça vient plus rapide juste de constater, c'est tout simple, en fait, tiens, ça ne correspond pas à ce que j'attendais. Et ça veut dire que c'est un moment de pause, ça veut dire que c'est un moment de tout à fait. Constate. Donc, ça veut dire que sur l'instant, il y a peut-être des émotions. On parlait des émotions, je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'intelligence émotionnelle. C'est lié aux émotions de tiens, je me sens pas bien, j'ai de la colère, je suis en réactivité. À quel moment tu mets la bascule entre je vis l'événement, ça me touche, et je mets de la conscience sur le fait que ça me touche, donc il y a peut-être un truc à gérer. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les émotions… Pardon.
Non, non, je t'en prie. J'aimerais juste comprendre comment tu fais. Est-ce que c'est un moment de pause, un moment de, il faut que je, comment ça se passe concrètement? Tu me suis? Évidemment, je n'ai pas de recette magique parce qu'on la connaîtrait depuis longtemps. Bien sûr. Mais en tout cas, la pause est une très bonne idée. C'est très souvent un moment de pause et c'est plus difficile lorsqu'on est dans une vie avec des conditions extérieures difficiles, lorsqu'on est malade, fatigué. Voilà, c'est plus compliqué, bien évidemment. Mais c'est cette question de pause, elle est centrale, évidemment, de pouvoir me déposer, me reposer au fond et qui me permet d'être un peu décollé de la situation et de pouvoir la regarder. Alors, les émotions sont d'excellents indicateurs. Et donc, chaque fois qu'une émotion difficile apparaît, elle m'indique qu'il y a une résistance. Et certaines résistances sont nécessaires et utiles. Mais si je vois un comportement de quelqu'un dans la rue tout à fait injuste pour lequel je devrais intervenir, bien sûr que je suis confronté à une situation qui est différente de ce que j'attends. Mais là, le message par rapport à la justice et ainsi de suite, c'est intervient. Donc, ce n'est pas toujours, il n'y a pas une question de résignation. Mais malgré tout, il faut bien que je reconnaisse d'abord que voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je voudrais. Et puis après ce moment-là, l'émotion m'indique ce décalage-là. Et la question, c'est, y a-t-il quelque chose à faire? Mais si oui, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as les ressources pour faire quelque chose? C'est toujours oui, vas-y. Et puis s'il n'y a rien à faire, il n'y a pas vraiment le choix que de constater qu'il n'y a rien à faire, de constater bien souvent que mes émotions seront un peu agitées, de constater que non seulement le monde ne m'obéit pas, mais en plus mes émotions ne m'obéissent pas. C'est mal parti chez moi, mais... Et alors si je vais plus loin, même mes pensées ne m'obéissent pas. Donc il n'y a rien qui m'obéit. Et quand tu me demandais comment je fais, en fait avec la vie, je prends conscience davantage chaque année il y a tellement de choses qui ne m'obéissent pas. Et donc j'essaye un peu moins qu'avant de contrôler tout ça. Alors attention, ce n'est en rien de la résignation. En reconnaissant que ça échappe à mon contrôle, alors je peux tout à coup rentrer en relation avec tout ça. C'est-à-dire je peux rentrer en relation avec mes émotions différemment. Je peux les regarder, je peux les apprivoiser, je peux regarder mes pensées sans les prendre tout à fait au sérieux. Et donc ça fait tout à coup un monde dans lequel il y a beaucoup plus d'espace, un monde dans lequel il y a beaucoup plus de possibilités. Un monde dans lequel je ne dois pas absolument obéir à ce que me disent mes pensées, un monde dans lequel je ne dois pas absolument être emporté par ce que racontent mes émotions, mais elles peuvent être là. Et donc, il y a un tas de passagers clandestins parfois, et pas toujours désirables, sur le paquebot de mon existence, alors qu'avant, j'en faisais tout un drame, et je l'en fais encore de temps en temps, mais là, tout à coup, je vois, et ces passagers sont là. De toute façon, je n'ai pas le choix, mais par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de tenir la barre. Oui. Et évidemment, avant, j'allais pester contre le vent, parce que le vent non plus ne souffle pas comme je veux. Et puis, les vagues ne vont pas dans la bonne direction, les courants ne m'obéissent pas, mais voilà, j'accepte tout ça et je me dis, la seule chose que j'ai à faire, c'est comprendre le vent, comprendre moi, mes vents intérieurs, comprendre le vent de l'extérieur et apprendre à diriger la voile. Et la méditation ou d'autres, il y a tellement d'autres manières de le dire, en tout cas, la connaissance de soi, c'est la connaissance de la voile du bateau. Comment est-ce que je peux orienter la voile un peu mieux? Connaître son bateau. Mon bateau, il est peut-être un peu plus lent que celui d'autres personnes, il est peut-être différent. Je peux mieux connaître la voile. Et en connaissant la voile, les vents et ainsi de suite, je peux diriger le bateau. Mais ça ne fait pas grand-chose. Hein. Ça ne... Voilà, et faire avec les vents, mais tu peux commencer à mettre, quand on parlait de joie tout à l'heure, tu peux commencer en acceptant ça, en acceptant ton bateau, en acceptant la voilure, en acceptant aussi les conditions extérieures qui sont pas toujours les mêmes. Tu parlais de vent, mais il peut y avoir des tempêtes, ou alors il peut y avoir aussi un grand ciel bleu. Et des, à ce moment-là, on peut commencer à parler de cette joie qui émerge de chaque moment. C'est ça? Complètement. Il y a plein de formes de joie différentes, évidemment. Il y a peut-être cette joie sans objet qui est là, la joie des enfants, cette joie enfantine qui est là lorsqu'on est juste présent vraiment à la vie telle qu'elle s'offre à nous. Et à nouveau, c'est important de mettre des guillemets pour les personnes qui vivent des choses tellement difficiles. Donc, évidemment, pour celles et ceux d'entre nous qui ont une vie qui n'est pas terrible en ce moment, cette joie est présente, potentiellement, est tout à fait présente. Et puis, il y a aussi la joie, par exemple, d'écouter nos élans, de répondre à nos élans. Et donc, c'est ce qui est important pour nous, cette petite voie ou cette direction, là où la vie m'appelle. Et moi, je ferais une distinction, ça me vient comme ça maintenant, entre un élan et un simple désir. Même si j'aime beaucoup le mot désir, mais l'élan, c'est là où la vie m'appelle. Et c'est pas juste j'ai envie de manger une glace maintenant. Parce que parfois, là où la vie m'appelle, le chemin va être difficile, mais je sais que c'est important. Parfois, je vais devoir traverser des passages compliqués, je dois traverser des endroits dangereux, mais je sais que c'est juste la vie m'appelle là. Alors que parfois, les conditionnements me donnent des petits désirs du moment,
ceux-là, j'ai bien envie parce que ça stimule certaines zones de mon cerveau, des habitudes et ainsi de suite. Mais c'est pas l'élan du moment. Et je n'ai rien contre le plaisir, hein, important dans la vie pour moi, mais parfois le désir n'est pas exactement du moment ce qu'il faut et parfois l'élan à suivre. J'aime bien le mot envie, en fait. C'est toujours une question de définition, mais envie dans l'idée de ce qui nous met en vie, ce qui est vivant en nous. Et donc, quel est l'élan, ce qui est vivant en nous. Et ça change dans la vie, hein, ça change dans les contextes où ça peut changer. Donc, pouvoir écouter ça, ça me semble important. Est-ce qu'on peut dire que, parce qu'effectivement, il y a une grande distinction entre le plaisir ou le désir du moment, hop, et l'élan de la vie, est-ce qu'on peut dire déjà, on ressent des choses différentes pour reconnaître ces deux états? Tiens, j'ai le désir de faire ça, mais c'est peut-être quelque chose d'assez impulsif et finalement pas vraiment un élan de la vie, mais plutôt conditionné par un tas de choses, notre éducation. Tiens, je vais faire ça, j'ai le désir de faire ça parce que mon mari sera fier de moi, ou mon père sera fier de moi, ou ma mère, etc. Versus l'élan de la vie qui m'appelle vers quelque chose. Comment tu arrives à le distinguer, toi? Alors, je ne sais pas si j'avais le distinguer, mais la première chose dans ce que tu dis, c'est… Oui, je suis désolé, parfois il y a un petit décalage. Alors, j'ai l'impression que je vais t'interrompre parce que tu voulais dire quelque chose encore. Non, je t'en prie. Okay. Donc, la première distinction, et tu l'as pointée, c'est aller vers versus s'éloigner de. Et donc, très souvent, il m'est arrivé de faire des choses, en réalité, non pas pour aller vers quelque chose, mais je les faisais pour m'éloigner d'eux. Ce n'était pas tant pour le fait que je fasse plaisir à quelqu'un, mais éviter la souffrance de contrarier. Ou si je dis non, on ne m'aimera plus, ou ainsi de suite. Et donc, il n'y avait pas là, la motivation n'était pas aller vers quelque chose d'important pour moi, elle était vraiment le fait de vouloir éviter la douleur, au fond, la souffrance. Et donc, pour moi, ça serait la première indication. Et on a une boussole de nouveau extraordinaire, qui sont nos émotions, on y revient, et qui nous donne cette indication qui est très juste, bien souvent, lorsqu'on a appris à les écouter, parce que sinon, lorsqu'on n'écoute jamais, tout ça est tellement mélangé que ça ne dit plus rien, mais lorsqu'on a appris à les écouter, la boussole, elle est souvent très juste. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, s'il y a quelque chose dont je ne veux pas, c'est tellement important de le savoir, c'est beaucoup plus facile à savoir, alors je pourrais aller voir de l'autre côté de la boussole, l'autre aiguille, hein, juste à 180 degrés, et qui me dit quoi? Qui me dit, alors, qu'est-ce qui est important pour moi? Si j'ai peur, quelle est l'envie qui est de l'autre côté? Je suis porté à quoi? J'ai peur de quelque chose, c'est que j'ai envie de prendre soin d'autre chose. Et ce qui peut nous arriver, c'est en étant inconscient de nos sentiments, on reste prisonnier de l'émotion difficile, de la fuite, des compulsions, et on oublie d'aller regarder l'aiguille de l'autre côté qui nous dit « tu peux aller vers là ». Et donc, c'est une manière de prendre soin de nos sentiments, d'en faire bon usage peut-être, c'est d'aller voir la direction qu'ils nous indiquent en termes de ce qui est important pour nous, des directions de vie importantes. Et donc, c'est merveilleux. Tu ne sais pas ce que tu veux? Fantastique. Regarde juste de l'autre côté. De l'autre côté de la peur, il y a quelque chose. Il y a une direction importante. Et c'est ce qui est compliqué, non? C'est un peu la phrase de Rilke que je vais pas dire de la bonne manière, mais qui disait « Et si tous les dragons de nos vies étaient des princes, on pourrait dire des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageuses. » Et donc, ces dragons-là, ces émotions-là, si j'en ai peur, je m'éloigne de la grotte. Ça, j'ai souvent fait ça dans ma vie, hein. Je fais un grand détour, alors que c'est si j'entends le dragon qui gronde, c'est l'invitation, c'est vas-y. Mais ça fait peur, évidemment. Et donc, je dois aller devancer, rentrer dans la grotte. Et c'est là que je découvre les princes et les princesses et que je découvre le cadeau qui est la direction de vie importante. Je précise, je fais bien ici, je parle bien d'émotions. Je ne dis pas qu'il faut aller confronter le danger. Parfois, c'est important d'écouter les émotions qui disent « éloigne-toi de cette personne, de cet endroit ». Je ne parle pas de ça. Je dis l'émotion elle-même, c'est d'aller à sa rencontre. Et donc, en allant à sa rencontre, on apprend à vivre avec et pas sans essayer de vivre toujours sans se débarrasser des choses, prend beaucoup d'énergie. Donc, Rilke, dans la même citation, nous dit que ce qui nous fait peur, en fait, c'est quelque chose qui nous demande d'aller l'aider quelque part. Est-ce qu'on peut dire que quand tu parlais d'élan, on est d'un côté de l'aiguille, que de l'autre côté, évidemment, il y a toutes les peurs qui vont avec cet élan, l'inconnu, quand on a l'élan de faire quelque chose, de vivre quelque chose, que ce soit sentimental, dans le travail. Il y a l'élan, mais de l'autre côté, à 180 degrés, il y a aussi toutes les peurs qui arrivent, tous les blocages qui arrivent, toutes les croyances, etc. C'est ce que tu veux dire quand tu veux dire aller voir de l'autre côté de l'aiguille?
L'élan est Exactement. là, mais de l'autre côté, hop, vite, on peut être ramené Et à l'inverse, quand on est ramené vers nos peurs, il suffit simplement de revenir finalement vers cet élan à 180 degrés pour aller retrouver cet élan. Tout à fait. Tu parles Et d'émotion. même plus que ça, Oui. j'aurais dit, nos peurs nous indiquent la direction. C'est ce qui est génial. C'est que si on a des choses difficiles, des peurs, des tristesses, des angoisses, si on va les apprivoiser, c'est elles qui nous indiquent la direction. C'est elle qui Et donc, qu'on peut aller plutôt que regarder. de les rejeter en bloc, Ouais. Ok, c'est notre boussole. d'accord. Nos émotions sont la boussole. Nos émotions sont la boussole. Est-ce que la dimension corporelle rentre dedans? C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on ressent des émotions, ok, je ressens de la tristesse, de la joie, de la colère. Est-ce que le corps est aussi un autre indicateur ou tu l'associes à la même chose pour dire là, je suis peut-être pas au bon endroit. Tiens, je vais faire ça parce que je veux faire justement plaisir à un tel et un tel. Mais finalement, si j'écoute un peu mon corps, il va aussi m'aider à me rendre compte que je suis peut-être pas au bon endroit. Est-ce qu'on sait dire ça? Est-ce que toi, ça te parle de... Oui, ça me parle. Je pense que cette boussole dont je parlais, elle est dans le corps. Elle est dans Et le que corps. nos sensations, nos sentiments sont d'abord des sensations. Une émotion, c'est un mouvement dans le corps. Évidemment, on a des sentiments très complexes, nous, les humaines et les humains, parce qu'on a notre vie, voilà, la vie de nos pensées, de nos mémoires, de nos croyances qui vient se mélanger aux émotions primaires et faire des sentiments infiniment riches et géniaux qui peuvent éclairer ou obscurcir la vie. Mais c'est fantastique, en fait. Alors, ceci dit, quand on revient aux émotions, c'est vraiment d'abord un mouvement du corps. Ouais. Et se connaître ou connaître ses sentiments, c'est apprendre à revenir dans une inscription vraiment corporelle de l'expérience. Et ça permet aussi de faire deux choses, c'est que lorsqu'on est confronté à une difficulté, plutôt que de laisser, comme je l'ai souvent fait, je le fais encore, ma tête partir, et donc la tête, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout à fait naturel. La tête, elle va chercher dans le passé ce qui ressemble à ce que l'on vit. Et donc, si je commence à être inquiet, toutes les situations anxiogènes, pour essayer de me protéger dans le futur, ce qui ne fonctionne pas très bien dans ce cas-là. Alors que l'idée de revenir au corps, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qui se passe maintenant en moi? Quelle est mon expérience réellement de manière directe? Quelle est l'expérience que je fais? Plutôt que me laisser emporter par l'interprétation que je fais de la situation. Et pour moi, c'est d'une aide énorme. Et je me rends compte à quel point je suis souvent pris dans une énorme histoire, au fond, alors que l'expérience est tout à fait différente. Et pour des choses anodines, je me réveille le matin, imaginons que la nuit était difficile, ma fille a pu être malade, et des choses, automatiquement, ma tête, elle me dit quoi? Tu n'as pas beaucoup dormi, donc tu es fatigué, donc la journée va mal se passer. C'est quelque chose d'automatique. Alors que si je m'arrête, je peux venir à mon corps, me dire, tiens, il se passe quoi? Je me dis, je regarde, tiens, intéressant, les mâchoires ne sont pas tendues. Ouais. Tiens, génial. Ça reste une manière, donc voyons, plutôt que de partir dans cet enchaînement automatique qui va me créer une journée difficile. Alors, Par il est des possible croyances que... opposées, c'est ça, hein, je vais passer une mauvaise journée, d'entrée de jeu. Exactement. Regarde concrètement ce qui se passe là, et peut-être dans 2 heures, tu verras qu'il y a des signes de fatigue et tu pourras faire quelque chose pour te reposer. Mais revenir à l'expérience d'abord, dans l'observation, premièrement du corps, et puis on peut observer tout le reste, toute l'expérience. Et donc, quelle belle indication. Et dans une question d'intuition, ici, ce n'est pas ma spécialité, mais je ne dirais qu'une partie de l'intuition, en tout cas qui me parlerait, ce serait la capacité que j'ai à être à l'écoute des signaux faibles, on va dire, qui sont dans mon corps, plutôt qu'être emporté par tout ce qui est beaucoup plus fort, qui sont en général mes ruminations, mes pensées, mes projections et tout ça, qui tournent tellement vite. Et donc, si je peux, en dessous de tout ça, me connecter vraiment à, voilà, quelles sont les sensations? Ça me dit quoi, cette boussole? Est-ce qu'on parle de pleine conscience, là? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu rajouterais dans la pleine conscience? Je sais que tu t'intéresses beaucoup, que Émergence, hein, cette association j'aimerais t'en faire parler un petit peu aussi, parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement inspirant de pouvoir mettre toutes ces capacités, ces gens autour qui portent ces projets avec une bienveillance. Mais donc vous intéressez à travers cette association sur la pleine conscience. On en parle beaucoup de la pleine conscience, pas toujours au bon endroit d'ailleurs. Qu'est-ce que tu y mettrais, toi? Alors, par rapport à ce qu'on partage ici, cette question de présence, en fait, parce qu'on parle de pleine conscience, on parle d'une forme de présence. Donc, une présence qui a une inscription corporelle, une présence qui est attentive et attentionnée. Donc, vraiment, les 2 ingrédients sont importants. Et donc, si on regarde la composante d'attention, tout, me semble-t-il, en tout cas, je peux me tromper, est une question d'attention. Qu'est-ce que je fais de mon attention?
Est-ce que mon attention est simplement captée par les événements extérieurs ou par mes émotions, mes habitudes, mes pensées, tout ce qui est habituel, mes conditionnements en fait. Parce que bien souvent, c'est ça, c'est ce qui arrive, les événements et les conditionnements qui se mélangent, qui vont capturer l'attention. Et donc, imaginons à nouveau, quelqu'un me dit quelque chose qui me déplaît ou il m'arrive quelque chose de déplaisant, ça capte mon attention, ça va déclencher automatiquement une cascade de pensées et de sentiments qui vont se renforcer et je pars dans des comportements automatiques. Si tout va bien, tant mieux, on n'a pas besoin de parler de tout ça parce que pour moi, alors, ça ne s'applique pas. Mais si ça ne ressemble pas à ce que j'avais envie comme conséquence, c'est que mes comportements n'ont pas été adaptés. Et là, la question de l'attention, c'est est-ce que je peux apprendre à ne pas, à faire en sorte que mon attention ne soit pas automatiquement captée. Donc, les exercices qui sont tout simples au début, c'est je fixe mon attention sur quelque chose, ça peut être ma respiration, je constate ces mouvements automatiques du mental qui part ailleurs et je ramène. Ça repart et je ramène. Ça repart et je ramène. Et qu'est-ce que je fais en faisant ça? Je développe une capacité à choisir où je porte mon attention. Alors, il vaut mieux le faire quand il n'y a pas la tempête dehors, parce que c'est ou dedans. Mais après, si je suis entraîné, je pourrais plus tard, lorsque je suis emporté par une rumination, je peux revenir à la respiration. Quand je fais ça, je développe autre chose. Une forme de conscience et de mes états d'âme et de mon corps. Et donc, dans cette intelligence du corps, cet éveil des sens, John Kabat-Zinn, le papa contemporain de la pleine conscience, a écrit un livre qui s'appelle L'éveil des sens. Cette intelligence sensorielle se réveille et on commence à mieux comprendre tous ces liens qui sont souvent subtils pour beaucoup d'entre nous entre nos sensations, nos sentiments, nos pensées, nos comportements et tous les déclencheurs de dehors. Et donc, comment un déclencheur, de nouveau une remarque, va déclencher des émotions, des pensées qui vont se renforcer, nous faire agir de manière parfois pas toujours juste. Et en ayant un regard plus clair sur tout ça, on commence à avoir un peu plus de choix. Donc on a une possibilité de choisir, c'est-à-dire je mets un espace entre le déclenchement de ce sentiment et le comportement. Donc cet espace-là, c'est un espace de liberté tellement important. Plus d'ambition que ça, j'en ai pas beaucoup. Si déjà on peut créer un peu d'espace, ce serait déjà pas mal. Donc ça, c'est la composante d'attention. Dans l'attention, il y a encore autre chose qui est, ici, j'apprends à poser mon attention. On pourrait dire, c'est comme si on comparait l'esprit dans la littérature ancienne de la méditation, on comparait l'esprit à un éléphant. Et l'éléphant peut faire beaucoup de dégâts. Notre mental peut tout dévaster dans nos vies. Et donc l'éléphant, quand il commence à être apprivoisé, tout à coup, il est extrêmement utile, en fait. C'est un éléphant au service de quelque chose. Alors ça, c'est une deuxième composante de cette attention-là, c'est de pouvoir avoir une attention qui est vaste. Lorsque j'ai une difficulté, dans mon cas, mon attention se réduit automatiquement. C'est-à-dire que, voilà, tout à coup, je ne pense plus qu'à ma salle de bain. Et donc, ma fille pourrait venir à côté, je lui réponds de manière automatique, il y a ma salle de bain dans ma tête. Je vais donner une conférence, c'est ma salle de bain qui est là. Et donc, c'est comme si cette préoccupation est un filtre entre moi et le reste de l'existence. Alors, lorsque j'apprends à poser mon attention, je peux aussi apprendre à l'ouvrir. Donc, je peux être avec toi, avec les couleurs de ce que je vois, entendre le ton de ta voix. Donc, je peux commencer à être présent non seulement à ma respiration, mais au ton de ta voix, à ce que je vois, et avoir une attention tout à coup plus vaste, qui va englober ce que les sens m'apportent, les 5 sens. En fait, les 5 sens sont 5 portes de présence extraordinaires. Donc, nous connecter au monde par les 5 sens. Tout ce que je vois, j'entends, devient support de présence. Et en même temps, là-dedans, dans cet espace plus vaste, il peut y avoir des émotions, des pensées, parfois indésirables. C'est pas très grave. Au fond, ce sont comme des oiseaux qui traversent le ciel de notre présence. Et voilà, il y a une expression très jolie à ce propos. C'est les Chinoises qui dit « Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid dans tes cheveux. » Et donc, ce serait ça. Voilà, ils sont là. Et donc, mais entretenir tout ça et rester prisonnier, ça va en faire un gros nid dans nos cheveux. Et donc, par contre, lutter contre les oiseaux, c'est lutte inutile. Bien sûr, ils passeront toujours au-dessus. Il y a une forme, dans un premier temps, donc d'observation, de revenir à soi par la respiration. Tu l'expliques très bien. J'entends ma respiration, je peux naturellement revenir à moi plutôt que d'être focus sur ma salle de bain en l'occurrence, comme tu donnais dans l'exemple. Forme d'observation et puis d'attention qui va permettre ce choix. C'est ce que j'entends. Et d'ouvrir ce choix. Ouais. Et l'attention ouverte, j'allais dire aussi une forme, on peut cultiver une attention ouverte qui est être présent à tout ce qui est là, en fait. Tout ce que nos 5 sens peuvent nous apporter. C'est peut-être aussi pour ça que la plupart d'entre nous, nous apprécions les grands espaces.
Je ne sais pas si c'est ton cas, mais parce que devant l'océan ou au sommet d'une montagne, lorsque nous sommes vraiment présents, nous avons l'expérience d'une présence extrêmement vaste. Sous une voûte étoilée, pleine d'étoiles, on fait l'expérience d'une présence très très vaste. Et c'est pas théorique. Ce n'est pas une question théorique de notre tête, c'est une expérience que l'on fait profondément. Et donc, je pense qu'il y a un appel en chacune d'entre nous à vivre une expérience plus vaste. Et donc, ça, c'est une composante. Et puis, l'autre composante, c'est cette présence qui est attentive, mais aussi attentionnée. Et donc, c'est la question de prendre soin. Comment mon attention est une attention douce envers moi-même. Donc, comment je peux être bienveillant envers mes émotions difficiles, bienveillant envers mes expériences de vie difficiles, mes contenus intérieurs difficiles, et aussi bienveillant, parce que si je le fais pour moi, automatiquement, je vais être moins jugeant envers les autres, plus ouvert, plus généreux. Donc, cette forme d'attention, être attentionné. Moins centré sur moi et moins centré sur mes problèmes. Donc, naturellement, c'est ça, c'est ce que tu dis, forcément plus ouvert vers l'extérieur et plus en lien avec l'extérieur. C'est ça. Oui. Étonnamment, lorsque je suis plus doux avec mes douleurs, tout à coup, ça crée de l'espace pour être ouvert aux autres. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on pourrait se dire, tiens, pour être ouvert aux autres, il faut que je nie ce qu'il y a en moi. Ça ne me semble pas fonctionner très bien parce que si je rentre en lutte contre moi, pour finir ce contre quoi je rentre en lutte, finit par devenir le centre de l'expérience. Alors si dans un premier temps, je peux m'y intéresser, regarder, puis y mettre de la douceur, ça crée une ouverture. Et dans cette ouverture-là, on peut accueillir le monde. Et naturellement, c'est plus simple. Et tu parlais de joie au départ, de mettre de la joie dans tout ce qu'on peut vivre. À partir du moment où on revient à ça et qu'on élargit ce champ, naturellement, on réincorpore le tout et donc la joie aussi, cette joie profonde qu'on peut avoir malgré un moment difficile, malgré voilà, on vit tous, heureusement, pas que des drames. Et dans le drame, on vit très peu de drames en réalité. On vit beaucoup de choses difficiles, beaucoup de choses parfois ennuyantes ou compliquées, ou comme tu le disais, tu as un dégât des eaux, c'est pas grave, mais pour autant c'est ennuyant, c'est des démarches, c'est un tas de petites choses. Heureusement qu'on ne vit pas énormément de choses graves dans notre vie, on en vit tous, mais pas énormément. Et pourtant, si on prend pas ce recul, si on réagit et si on n'élargit pas ce champ, qu'est-ce qui se passe? Tous ces moments difficiles qui ne sont pas graves nous pourrissent vraiment la vie. Tout à fait. À l'inverse, on peut élargir et remettre cette conscience, c'est ce que j'entends de ce que tu dis, et qui n'est pas un exercice extrêmement difficile. Ça demande une rigueur, de le faire peut-être régulièrement pour avoir ces automatismes de revenir à soi, mais c'est pas difficile, ça demande aucun moyen particulier, ça demande ni moyen financier, ni juste un moment avec soi, finalement. Un moment à observer, et on a tous cette capacité-là. C'est ça. Complètement, je suis d'accord. Et puis, ces moments difficiles, si je lutte et que je m'y agrippe, je ne vois pas non plus parfois le cadeau qu'il peut y avoir dans une situation. Alors attention, jamais je ne dirais ça à quelqu'un d'autre. J'espère que j'aurai toujours du respect pour les difficultés des autres, mais dans mon cas à moi, s'il n'y a que moi qui peux voir ça, je me rends compte que si je résiste un peu moins, je verrai plus rapidement les opportunités, les cadeaux qui peuvent receler parfois les situations qui me semblent compliquées. Donc moi, en général, je vois le cadeau seulement après, mais au moins je peux le voir. Alors que si je lutte, je finis par me fixer et tout ça devient tellement serré que plus rien n'est possible. Et là où une chose difficile pour moi, je ne pense pas à une forme de prédestination. C'est personnel, donc je ne pense pas que les gens méritent en quoi que ce soit ce qui leur est arrivé. Je pense juste qu'une fois que ça nous est arrivé et qu'on n'a pas le choix, puisque c'est là, la preuve qu'on n'a pas le choix, c'est que c'est là. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et qu'il m'est arrivé dans mon cas d'entretenir des situations pour lesquelles je n'avais rien fait, évidemment. J'en étais d'une certaine manière pas responsable, en tout cas pas coupable. Mais après, ma responsabilité, c'est ma capacité à en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je vais m'enfermer? Est-ce que je vais lutter pour m'enfoncer encore? Ou est-ce que je peux trouver une manière d'ouverture qui va me permettre de traverser ça de la meilleure manière possible, tout en acceptant que parfois il faut du temps, qu'il y a des saisons dans la vie intérieure et qu'on ne peut pas accélérer toujours le printemps et que voilà, c'est aussi, il faut un petit peu de patience dans mon cas, attendre que les choses passent. Merci pour ça, vraiment, Hélios. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Émergence? Parce que c'est vraiment une association, on peut parler d'association, je pense, hein, qui contribue à une société plus juste, plus bien,
en tout cas plus altruiste, plus consciente aussi. C'est quoi le leitmotiv derrière? Qu'est-ce qui porte cette association Je dis on parce que j'ai commencé ça avec ma compagne Caroline, sans laquelle tout ça n'existerait pas. Hein, parce que j'aime bien, moi j'ai beaucoup d'idées, mais entre avoir des idées et avoir un projet qui tienne pendant des années, il faut d'autres qualités de créativité et de rigueur que j'avais beaucoup moins, que j'apprends peut-être à son contact un petit peu plus aujourd'hui. Et Mathieu Ricard qui était là depuis le début avec nous, et donc qui est vraiment une inspiration, et plus qu'une inspiration, un compagnon de route dans cette aventure-là, une belle inspiration. Et donc, c'était comment est-ce qu'on fait le lien entre cette connaissance de soi et le changement social, et quand je dis social, c'est environnemental en fait. Comment est-ce qu'on habite cette planète en étant une citoyenne ou un citoyen qui est joyeux et qui participe au bien-être de la communauté, et le lien avec la connaissance de soi. Et donc, changer le monde, c'était voilà, dans cette phrase qu'on attribue à Gandhi et qui est un peu le leitmotiv de notre association. Et on a écrit un livre d'ailleurs ensemble avec Caroline, Pierre Rabhi, Mathieu Ricard, Christophe André et John Kabat-Zinn, qui s'appelle « Se changer le monde » en 2013 et qui reprend vraiment ces idées toutes simples. Hein, on n'a rien inventé évidemment parce qu'il y a tellement d'entrepreneuses et d'entrepreneurs sociaux qui sont dans cette direction-là. Donc on voulait éclairer ça, ce mouvement qui fait vraiment le lien entre ces dimensions qui parfois peuvent apparaître dans le paysage public un peu séparé. Donc il y a ceux qui sont les activistes qui vont au front pour la nature, au front pour l'environnement, au front pour la justice sociale, pour le respect des chercheurs de refuge, chercheuses de refuge. Et puis il y a ceux qui ont l'air d'être plutôt tranquilles, en train de méditer dans une grotte ou quelque part. Et donc plutôt que d'opposer ça, voilà, Mathieu Ricard est un très bel exemple en fait vivant de cette alliance. On peut être une personne qui en même temps a une vie intérieure très riche, qui prend du temps pour se déposer, pour méditer, pour s'apaiser et participer non seulement à un monde plus apaisé parce que la personne est plus apaisante, mais pas seulement ça, y participer de manière très concrète en participant à des projets. Et je crois que là aussi, toujours, on fait souvent des caricatures. La personne qui participe comme ça, et Mathieu Ricard est de nouveau un exemple, hein, parce qu'on en parle, c'est un bel exemple, il y a tellement de joie dans cet homme. Mathieu Ricard est un homme extrêmement joyeux. Et donc, on peut être au service du monde, on peut être dans la méditation et être une personne extrêmement joyeuse qui aime plaisanter. Et je crois d'ailleurs que pour être extrêmement joyeux, est-ce qu'il ne faut pas être aussi en partie au service du monde? Est-ce qu'on peut être vraiment dans la joie sans s'occuper du monde, quel que soit le projet? Ça peut même être de son voisin, qu'est-ce qui nous rend... On le voit bien, mais le simple fait de faire une bonne action nous met en joie. D'aller vers l'autre nous met en joie. Des fois, c'est pas très compliqué de connecter cette joie. Simplement, c'est pas en se recroquevillant sur eux, enfin sur soi. Donc, non, merci pour ça. Et effectivement, dans cette association, il y a vraiment cette partage, cette envie. Il n'y a pas de sachant. Il y a que des gens qui ont envie de partager des choses qui font grandir. Il y a vraiment cette envie cette envie de faire un monde meilleur, vraiment. Oui. Duquel on fait partie, puisque prendre soin de la vie, c'est au fond, après on pourrait faire dans un livre qu'on a écrit récemment, c'était prendre soin de la vie de soi, des autres et de la planète, mais en réalité, prendre soin de la vie, elle traverse tout ça. Et quand on prend conscience qu'on est totalement liés, donc liés les unes aux autres, et puis liés aussi évidemment à la planète et aux autres habitantes et habitants, ça devient moins une question, moi je n'aime pas beaucoup, peut-être que je suis tombé dans ce piège-là, mais une question plutôt d'injonction, il faut faire comme ça. C'est une question d'expérience. Lorsque je fais l'expérience de l'interdépendance, du lien, bien naturellement, je vais prendre soin. On n'a pas besoin de me le dire. Et il n'y a pas de jugement à avoir envers celles et ceux qui font autrement, puisque chacun sur le chemin est à un endroit. Et que je crois que ce qu'on peut faire, c'est proposer des outils, des lectures, des stages, des espaces, des livres comme tu fais. Et pour moi, en les proposant, tout à coup, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir, parce que la personne est prête à ce moment-là. Mais de dire aux gens qu'ils doivent méditer, par exemple, moi je ne suis pas pour le prosélytisme. J'aime beaucoup la pleine présence. Après, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle est utile pour des personnes qui ont besoin de la rencontrer. Il y a 1000 façons. Mais dans un monde. Et il y a peut-être 1000 façons d'ailleurs de la rencontrer. Exactement. Pas qu'une technique de rencontrer. Tout à fait. On peut être dans la pleine présence, en activité. C'est une question d'observation, bien sûr. Complètement. Et après, en termes de justice environnementale et sociale, là par contre, c'est important d'être ensemble
Parce qu'il y a vraiment alors, des personnes qui souffrent, il y a des humains, des femmes et des hommes qui souffrent. Voilà, on voit de nouveau la question ici du racisme avec George Floyd. Il y a plein d'autres choses. Donc là, il y a vraiment des causes où il ne suffit pas peut-être de rester chez soi, mais il est important d'aller dans l'espace public, de s'exprimer pour qu'ensemble, nous fassions face à ces problèmes-là. Émergence.org, c'est ça? Oui, émergence au pluriel.org, www.emergence.org. Je le mettrai je mettrai en lien, je le ferai apparaître sur le. Et pour des personnes qui ont envie d'aller explorer un peu cette méditation de présence, il y a une page Facebook qu'on a créée qui s'appelle Présence avec un Z, donc P-R-E-Z-E-N-S, et qui a proposé pendant le confinement 6 moments de live méditation par jour, et qui en propose encore 4 jusqu'à fin du mois de juin, tout bientôt. Mais pendant tout l'été, il y aura au moins une méditation par jour en live. Et donc, il ne faut même pas s'inscrire. Donc, c'est vraiment des femmes et des hommes, instructrices, instructeurs de méditation de notre communauté, des Français, des Belges, des Suisses qui sont là, des gens d'un peu partout, et qui offrent du temps voilà, gratuitement pour les autres. Merci donc, pour des chouettes personnes. Vraiment, Ilios, d'avoir accepté cette invitation. On peut te retrouver aussi, tu es auteur de plusieurs livres. Je ne vais pas tous les citer, mais tu avais écrit L'éloge de la lucidité, tu avais écrit L'intelligence émotionnelle et le management. Je ne me trompe pas, hein, j'ai participé à plusieurs livres aussi, tu en citais un tout à l'heure, mais j'avais aussi en tête Transmettre, avec Le Noir, avec Mathieu Ricard, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, donc, un tas d'auteurs extrêmement inspirants dont tu fais partie. Donc, on peut te retrouver à travers tes livres, on peut te retrouver à travers cette association. En fait, c'est une trilogie, quelque part, une forme de trilogie qui était Se changer, changer le monde, et qui, malgré tout, partait de l'expérience intérieure pour aller vers le monde, et puis au service de la transmission de ces belles valeurs, où Frédéric Lenoir, Catherine Guéguin, et ainsi de suite, partagent leur expérience. Et puis, on est le dernier qui est prendre soin de la vie, parce que tout ceci n'est qu'au service de prendre soin de la vie, où on trouve notamment Rebecca Shankland, Alexandre Jolien, et puis d'autres belles personnes, Caroline Le Cire et plein d'autres belles personnes. Je mettrai tous ces liens. Je suis infiniment touchée de la façon dont tu m'as dit oui, instinctivement et facilement. Je sais que tu es très sollicité, je sais que tu travailles beaucoup, donc merci pour ça, Ilios, merci pour ce moment. Je vous salue tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci de l'invitation. Merci à toi.